Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 26 novembre 2020. On va faire un petit Web Journal ce soir, on va faire un résumé de l'actualité. On va parler du général Mike Flynn qui a finalement été exonéré par Donald Trump, bien qu'il n'ait commis aucun crime. On va parler de Sidney Powell qui a finalement relâché le Kraken. On va parler aussi un peu du Grand Reset, puisque on a finalement trouvé le motif, je veux dire, à toutes ces manipulations statistiques et ces velléités de pouvoir et de contrôle social du gouvernement. On va parler aussi un peu de fraude électorale et de possibles manipulations à l'échelle mondiale. Il faut aussi noter en début de Web Journal qu'on va annoncer en fin de Web Journal un convoi. Un autre convoi, le deuxième gros convoi qui aura lieu samedi prochain, qui va converger vers la ville de Québec afin de faire pression pour la levée des mesures sanitaires extrémistes imposées à la population du Québec, surtout à la veille de Noël. Voilà. Alors, vous avez entendu parler de cette nouvelle, le général Mike Flynn qui a été pardonné par Donald Trump. Évidemment, le fait d'avoir pardonné Mike Flynn donne l'impression que Mike Flynn aurait fait quelque chose de grave, c'est-à-dire qu'il aurait commis une faute, etc. Or, il n'en est rien. Le général Mike Flynn, j'en parle souvent, ceux qui sont habitués des web journaux de Radio-Québec, vous savez que c'est un pilier dans la guerre de l'information. C'est probablement, fort probablement, en fait très, très probablement celui qui est derrière toute l'opération QAnon, que les médias ne mentionnent jamais. À chaque fois que les médias essaient de discréditer QAnon, on oublie de mentionner Mike Flynn. Même si on le mentionne aux médias, on dit Mike Flynn est derrière ça. Les médias font juste comme non. Ils font semblant que c'est une secte sans jamais mentionner Mike Flynn. Alors, il y a comme un peu de malhonnêteté intellectuelle derrière ça. Mike Flynn qui s'est fait, qui a été je vais faire ça rapidement, qui a été le chef de la sécurité nationale des États-Unis, le premier chef de la sécurité nationale, National Security Council, sous Donald Trump. Il a dû démissionner 2 mois après parce qu'on avait allégué qu'il avait menti au FBI. Il a été pris dans une enquête du FBI qui a duré, en fait, qui ne s'est toujours pas terminée. Alors, voici les nouvelles qu'on peut lire un peu dans les médias. Les médias ne parlent pas de l'affaire Mike Flynn. Ils font comme d'habitude. Donc, on dit ici dans Le Monde, qui est un peu représentatif de ce qu'on peut trouver ailleurs, Donald Trump gracie Mike Flynn, son ex-conseiller, impliqué dans une affaire de collusion avec la Russie. Évidemment, ils vont pas vous dire, Le Monde ne va pas vous dire que le département de la justice américaine a retiré toutes les accusations contre Mike Flynn, a dit que Mike Flynn a même déposé des documents qui ont montré que le FBI avait piégé Mike Flynn, que cette opération était un piège, parce que Mike Flynn est un homme qui fait peur. Mike Flynn est, c'est le chef de l'intelligence militaire américaine. On en a souvent parlé. Et il faisait peur avec tout ce qu'il savait sur Barack Obama. Et donc, les démocrates, l'ancienne administration Obama, l'État profond, s'était donné pour mandat de faire tomber le plus rapidement possible Mike Flynn. C'est ce qu'ils ont fait avec des fausses accusations. Et la fallacité de ces accusations a été rendue publique, notamment par Sidney Powell. Sidney Powell était l'avocate de Mike Flynn. Donc, le département de la justice a déposé des documents devant le juge Sullivan, disant que Mike Flynn n'a rien à se reprocher, c'était un piège du FBI, etc. Cependant, envers et contre tous, le juge en place a décidé de maintenir le procès. Donc, Mike Flynn n'était accusé de rien. Les accusations avaient été, tombées, étaient tombées. Le département de la justice avait laissé tomber les accusations contre Mike Flynn. Pire que ça, les documents montraient que ces accusations-là contre Mike Flynn étaient un piège de la part du FBI, qu'on avait tenté de piéger Mike Flynn, que le FBI était coupable. Et malgré tout ça, le juge a continué à maintenir, alors qu'il n'y avait plus de plaignants. Le département de la justice qui accusait Mike Flynn, le FBI, était le plaignant. Le plaignant avait retiré sa plainte. Il n'y avait plus de plaignant. Et le juge a continué à maintenir le procès, c'est-à-dire afin d'empêcher Mike Flynn de parler, de le tenir pris dans un procès, parce que ce que Mike Flynn a à dire sur l'administration Obama fait peur.
Donc, voilà. Alors, on dit ici dans le journal Le Monde, on ne mentionne pas tout ça. On ne mentionne pas que le département de la justice a cessé, a laissé tomber les accusations, etc., etc. On dit Donald Trump profite pleinement de ses derniers moments à la Maison-Blanche. Lol. Le président américain sortant a annoncé mercredi, le 25 novembre, avoir accordé une grâce à son ancien conseiller à la sécurité nationale, Mike Flynn, le premier de ses proches mis en cause dans le cadre de l'enquête russe. Ils ne disent pas, encore une fois, qu'il n'y avait pas d'accusation contre Mike Flynn. L'ancien général de 61 ans avait plaidé coupable. Et là, la raison pour laquelle Mike Flynn avait plaidé coupable, je l'explique ici dans cette vidéo que vous pouvez trouver sur Odyssey qui s'appelle l'affaire Mike Flynn. Mike Flynn avait plaidé coupable, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, afin d'être relevé du secret d'État et de pouvoir dire tout ce qu'il savait, tout ce qu'il sait sur l'administration Obama dans le cadre d'enquête. C'est pour ça que Robert Mueller, quand il a déposé un rapport préliminaire, celui qui enquêtait sur la collusion avec la Russie, Robert Mueller, dans son rapport préliminaire, a dit qu'il ne suggérait pas de peine de prison pour Mike Flynn parce que Mike Flynn collaborait à d'autres enquêtes. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Mike Flynn est en train de vider son sac, de révéler tous les secrets d'État sur l'administration Obama, alors qu'il était lui-même accusé, il avait le droit, il était relevé du secret d'État, il pouvait vider son sac, expliquer tout ce qu'il savait sur l'administration Obama dans le cadre des enquêtes en cours. Okay? Et par la suite, on a appris que le département de la justice avait retiré ses accusations contre Mike Flynn et qu'il n'était coupable de rien. Voilà. Sauf qu'ils vont pas vous dire ça dans les médias. Ils vont pas vous parler de Mike Flynn, ils vont vous dire qu'il était accusé. Ils vont aussi vous dire que les démocrates dénoncent un abus de pouvoir de la part du président, mais ils vont jamais aller au fond des choses. Alors voilà, Mike Flynn qui a été pardonné maintenant, ça ouvre la porte, c'est-à-dire que Mike Flynn est maintenant libre de parler. Il est capable de, il est en mesure de revenir sur l'échiquier politique. OK? Alors, ça, c'est un gros joueur. C'est comme quand tu arrives, tu sais, quand le pion arrive au bout du jeu d'échecs, puis tu vas rechercher une reine, c'est un peu comme ça, là. Là, c'est comme s'il y avait une reine qui revenait sur le jeu d'échecs et ça change complètement la donne. Voilà. Alors ça, c'est pour l'affaire Mike Flynn. Il s'est arrangé, c'est la première opération de hameçonnage de l'administration Trump. Mike Flynn s'est arrangé pour se faire accuser afin de pouvoir vider son sac sur l'administration Obama et être relevé du secret d'État. OK? Alors, vous irez voir ça dans l'affaire Mike Flynn. Maintenant, son avocate était, paradoxalement, Sidney Powell, celle qui a dit qu'il allait relâcher le Kraken, et c'est ce qu'elle a fait hier soir, tard en soirée. Elle a déposé des poursuites en justice contre la Georgie, l'État de la Georgie et du Michigan. Et là, elle a déposé donc toutes les preuves de manipulation du vote, c'est-à-dire des preuves vidéo. Par exemple, il y avait des vidéos dans les salles de comptage de vote et, par exemple, à Atlanta, ils ont allégué qu'un tuyau avait cédé et qu'il y avait une inondation et donc qu'ils devaient arrêter le comptage des votes. Or, la preuve vidéo montre qu'il n'y a jamais eu de tuyau qui a cédé et donc que ce comptage, cette suspension du décompte était illégale et que, alors que les républicains partaient à la maison, les démocrates, eux, continuaient à compter les votes secrètement tout seuls, sans supervision. Donc, elle dépose ce genre de plainte-là, ce genre de preuves-là, des preuves électroniques, des montées massives de votes à 99,9% pour Biden. Elle dépose des témoignages de personnes qui ont vu ce qui s'était passé le soir de l'élection, des gens qui étaient à l'emploi, des directeurs des compagnies Dominion et Smartmatic qui expliquent de quelle façon les machines sont faites pour voler des élections. Essentiellement, c'est des élections clés en main. Hein? C'est ça, ces compagnies-là. Ce sont des compagnies de trucage d'élections, essentiellement. En tout cas, c'est ce qu'elles déposent. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que alors que dans les semaines précédentes, les jours précédents, les médias ne cessaient de nous dire que et coupaient les conférences de presse de la campagne Trump en disant ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de preuves. Le jour où Sidney Powell dépose les preuves devant les tribunaux, les médias, c'est les criquets. Il n'y a rien. Ils ne couvrent pas. Juste avant d'entrer en ondes, j'ai fait une recherche sur Google et il n'y a rien sur en tout cas dans le monde francophone, sur le dépôt des accusations dépôt de la preuve par Sidney Powell. J'ai cherché partout dans le web francophone. J'ai rien trouvé sur Sidney Powell qui déposait
une poursuite en justice contre ces États-là. Alors, comprenez à quel point, quand Trump dit les médias sont l'ennemi du peuple, il y a un fond de vérité là-dedans. Hein? C'est-à-dire qu'alors qu'ils devraient défendre la démocratie, ils devraient au moins parler de ça. C'est le silence radio complet. Ils ne sont pas les chiens de garde de la démocratie, les médias. C'est au contraire, là, ils font partie du coup d'État. C'est ça, là. Parce que sinon, ils en parleraient de ce que Sidney Powell a déposé. C'est un dépôt important. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Non seulement les médias coupent les conférences de presse où on parle de la preuve quand elles déposent finalement la preuve, en disant qu'il n'y a pas de preuve, là. Et quand elle dépose finalement la preuve, ben on ne couvre pas l'événement, comme si ça n'existait pas. Et là, tous les clowns qui vous répondent sur vos fils Facebook, Twitter, etc., qui laissent des commentaires sur YouTube, sont même pas au courant de ça. C'est les gens les moins bien informés qui viennent vous narguer. C'est ça qui est paradoxal. Il n'y a pas juste ça, c'est que Twitter a bloqué même. Twitter, Jack Dorsey de Twitter a été jusqu'à bloquer les liens vers la poursuite. Twitter blocks potentially harmful links to Sidney Powell election lawsuit. Alors, les gens qui, dans leur fil Twitter, mettaient le lien vers le dépôt des documents, vers l'action en justice de Sidney Powell, eh bien, Twitter mettait un avertissement disant que ce lien est potentiellement dangereux. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens y aillent. Vous comprenez? C'est ça la game des médias sociaux et des médias. Jusqu'à temps qu'ils se fassent attraper, hein, la main dans le sac, et ils savent qu'ils sont surveillés par la sécurité nationale. Et finalement, ils ont renversé ça. Donc, Twitter claims it has reversed the ban of link to Sidney Powell's Georgia election lawsuit. Donc, finalement, ils l'ont permis. Hein. Oui, ils sont gracieux. Ils ont permis aux personnes d'accéder aux documents déposés par Sidney Powell. Ils ne veulent pas que les gens soient au courant. Ils ne veulent pas que les gens... C'est comme les médias. Ils ne veulent pas que les gens soient informés. OK? Alors ça, c'est pour ça. Donc, ça bouge pas mal. Et Sidney Powell et Mike Flynn ont été, comment on pourrait dire, mis en action sur l'échiquier. Et ça va brasser dans les prochaines semaines. J'ai pas l'impression que Mike Flynn va avoir la langue dans sa poche. Il était tenu par son procès, là. Il y a un devoir de réserve, et là, il n'y a plus ce devoir de réserve-là. Voilà. Alors, tout ça, alors qu'on apprend, là, on va passer à ce qu'on apprend sur le grand reset et sur, je veux dire, la létalité du COVID. On va parler du grand reset parce que ce qui est en train de se passer, là, c'est qu'ils sont en train de mettre un terme à toutes les institutions culturelles, c'est-à-dire... ils mettent essentiellement fin à Noël et fin à Thanksgiving au Québec, je veux dire aux États-Unis. On va y aller ici directement. Joe Biden urges nation to forgo family tradition on Thanksgiving. Alors, laissez tomber vos traditions familiales pour la Thanksgiving. Vous comprenez? Alors, le Grand Reset, c'est une destruction économique, mais c'est aussi une destruction sociale et une destruction culturelle. C'est une mise à niveau complète de la société et on utilise la peur du virus pour rentrer dans les maisons, rentrer dans les familles, dire aux gens, comme on a vu au Québec, là, comment verser de l'eau, mettez les masques à l'intérieur à table. Je veux dire, ils sont en train de détruire tout le plaisir de Noël, de se rencontrer, qui est un besoin fondamental chez l'humain. Tu sais, il y a des entreprises essentielles, là, ils disent, des services essentiels, ben le lien social, c'est une nécessité chez l'être humain. Hein? Et ils sont en train de détruire ça avec un virus qui n'est pas plus dangereux que la grippe. OK? C'est sorti, là, la dangerosité du virus. L'Institut national de la santé publique du Québec a confirmé que c'était pas, encore une fois, que la mortalité descendait. Et parce que j'ai d'autres clips là-dessus pour vous. Donc, lien social, c'est ça que j'étudiais justement en sémiologie. Lien social, la notion de lien social signifie en sociologie française l'ensemble des appartenances, des affiliations, des relations qui unissent les gens ou les groupes sociaux entre eux. Le lien social représente la force qui lie entre eux les membres d'une communauté sociale, d'une association, d'un milieu social. Cette force peut varier dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que le lien social peut se retrouver plus ou moins fort selon le contexte et la situation dans laquelle se situe le phénomène étudié. Lorsque le lien social devient de faible intensité ou de piètre qualité, certains chercheurs et courants politiques abordent la
la problématique, le problème sous l'angle de la crise du lien social. Et ça, c'était le thème de ma thèse de doctorat en sémiologie, c'était la crise du lien social. Et cette crise du lien social-là, hein, des relations entre les personnes, les humains, était déjà grave. Dans les années 2000, elle s'aggravait. Et là, ils sont en train de mettre un terme tout simplement, point, au lien social. C'est-à-dire qu'ils veulent que vous restiez chez vous. Ils veulent que vous commandiez vos besoins, votre nourriture et je veux dire, que vous commandiez les produits dont vous avez besoin à partir de la maison. On parle du télétravail, donc plus de contact entre les humains. Ils utilisent le virus pour détruire le lien social. Plus de contact entre les humains, plus non plus de célébration. Imaginez, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de couples qui vont se former. On ne sera plus jamais en contact. Imaginez la génération là, les adolescents. Ils ne voient plus leurs amis. Ils sont pas capables de se faire des copines, des copains. Ils sont en train de détruire à tout jamais le lien social. Okay? C'est une entreprise scientifique. Tout ça pour un virus dont on sait que c'est comme les cancers font des dizaines de millions de morts. On n'empêche pas les gens de fumer, hein, alors que ça cause le cancer des poumons. Mais là, il faudrait comme arrêter de vivre complètement pour la grippe. Vous comprenez, il n'y a aucune commune mesure entre ce qui est proposé et la réalité du virus. Donc, 2 rassemblements maximum pour les fêtes. Je veux dire, merci Legault de nous permettre de nous rassembler. 2 maximum, pas plus que 10 personnes. Portez des masques à l'intérieur. Ne touchez pas au verre d'eau. Je vous avais dit qu'elle allait rentrer dans la famille. Puis là, c'est ça qu'ils font. Les Français qui nous écoutent, là, le gouvernement du Québec vient de nous donne des directives sur comment verser l'eau aux invités qui viennent chez nous lors des célébrations de Noël. Et on apprend que certaines classes de travailleurs n'auront même pas accès à Noël, n'auront pas de congé, ne pourront pas se réunir, etc. Tout ça, on le savait, hein? Je vous ai montré ces tweets, il y en a beaucoup. « We're not going back to pre-COVID world anymore. » On ne retournera jamais dans le monde d'avant. Noël, c'est fini. Thanksgiving, c'est fini. On sait qu'ils ont dit hein, que les mesures sanitaires seront là tant que le virus continuera à circuler, c'est-à-dire pour toujours. Le virus H1N1, en passant, là, c'est le virus H1N1, la grippe aviaire, c'est la grippe espagnole. Les virus ne disparaissent jamais. Ils restent toujours à l'état de latence ou dormant dans le corps social. Ils ne disparaissent jamais. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire, ceux qui nous disent ça, sont en train de nous dire que on va être, peut-être pas confiné, mais on va vivre la distanciation sociale, les masques et les mesures sanitaires extrêmes jusqu'à la fin de nos jours. C'est la fin de l'humanité. Ils nous annoncent essentiellement la fin de l'être humain, la fin du lien social, etc. There's no going back to normal, c'est expert, etc. Vous avez dit. Hein? Et là, on se demande pourquoi ils font tout ça. Comment faire du masque une norme sociale? Pourquoi ils nous imposent tout ça? C'est la question que j'ai eue pendant tout l'été, moi. À chaque fois que j'allais à quelque part, je parlais avec des gens, ils me disaient « Oui, mais c'est quoi l'objectif, Alexis? Quels intérêts ils ont à faire ça? » Hein? Là, je le disais, il y a un objectif politique derrière ça. Les gens ne croyaient pas qu'il y avait un objectif politique derrière ça. Oui, il y a un objectif politique. J'en ai parlé le 29 août dernier. Je pense que c'est le 29. Non, c'est pas le 29 août. Je pense que c'est la première semaine de septembre. Avant que Trudeau parle du grand reset, là, j'en parlais lors de mon entrevue avec le journaliste du Devoir. Je vous fais écouter un petit segment de 1 minute et demie où est-ce que je parle des motivations politiques derrière la manipulation sociale. OK, je fais écouter ce petit extrait. Alors, pourquoi on fait ça aux enfants? Pourquoi on fait tout ça? Il y a clairement une entreprise de contrôle social. Hein. Comment on contrôle une population en politique? C'est par la peur. À quelle fin? À quelle fin? C'est la question. Là, il dit à quelle fin? Pourquoi les gouvernements feraient ça? Là, on sait maintenant que c'est le grand reset. Ils l'ont dit, ils l'ont annoncé partout. Là, on sait qu'ils ont un plan de reconstruction complète de l'économie, des traditions sociales, de la famille. Ils veulent réorganiser l'ensemble de l'humanité. C'est pas juste économique, le grand reset. C'est social, c'est un projet totalitaire. Et là, je l'explique ici. Le journaliste dit, pourquoi il ferait ça? $1000 que les journalistes devraient poser. Il y a un certain nombre de mesures qui veulent être passées. Puis on nous dit en plus, le summum de tout ça, c'est qu'on nous dit que
on disait au début que ça allait cesser quand on allait porter des masques, après ça qu'on allait laisser tomber les mesures d'urgence sanitaire quand on allait avoir le vaccin. Mais là, ce qu'on entend depuis une semaine, 2 semaines, c'est-à-dire que le vaccin, c'est plus la fin des mesures d'urgence. Ça va continuer 1 an, 2 ans après, jusqu'en 2022. Le ministre, je me rappelle plus, de l'économie qui a dit ça hier ou avant-hier, Theresa Tam l'a dit, Bill Gates l'a dit. On est dans des mesures sanitaires qui n'ont plus rien à voir avec la gestion du virus. Comment je veux dire, le vaccin, même s'il y a un vaccin, même si c'est guéri, on va continuer avec les mesures sanitaires. Alors, mais il y a des agendas politiques internationaux. Il y a des agendas politiques internationaux, comme l'agenda 2030, etc. On parle beaucoup de reset économique mondial. Justement, Tedros Adhanom de l'OMS a fait le lien entre le COVID et les changements climatiques. Probablement. Je l'avais dit, ça c'était avant Trudeau. Je parlais du grand reset dans la première semaine de septembre. Agenda 2030, grand reset. On voyait ça venir. C'était ça le motif politique. Là maintenant, on a le motif. Il y a un ensemble de dossiers internationaux qui vont pas assez vite à leur goût. Et là, ils vont utiliser le contrôle social qu'ils ont acquis par la peur pour faire avancer les dossiers parce que la population est rendue docile. Ils vont accepter n'importe quoi. Et ça, ce serait... Là, j'essaie de pas employer le mot complot, mais c'est de la planification politique. Faite par des représentants, des dirigeants d'organisations internationales comme l'OMS, avec des chefs d'État, mais aussi, on mêlerait les premiers ministres et des ministres provinciaux, les premiers ministres provinciaux locaux, ça serait... sont plus en contrôle. Là. Tu l'as vu le clip de Nathalie Pétron. Voilà. Alors, vous le voyez, on l'avait clairement identifié début septembre, avant même que Trudeau en parle. Ils ont un agenda international à pousser. On n'a jamais été capable d'expliquer aux personnes pourquoi le gouvernement manipulerait les chiffres comme ça. Pourquoi il utiliserait la peur, puis pourquoi on falsifierait les chiffres en mettant des cancers, puis en gonflant les chiffres des hospitalisations comme il a été pris à le faire. Pourquoi il ne respecte... Tu sais, je veux dire, il y a même, ici au Québec, Arruda a même annoncé qu'il ne suivait même pas la science. Il ne suit même pas les recommandations de la santé publique. Ils vont au pif, c'est politique cette affaire-là. Mais là, maintenant, on a le motif. Tu sais, dans un crime, il y a toujours le motif. Il faut... tu as l'arme du crime, ça, c'est les mesures d'urgence sanitaire. La population en train de déprimer puis de mourir à petit feu, ça, c'est comme le cadavre, là. Même si tu as tout ça, tu as l'arme du crime, etc., ça prend un motif. Hein, comme disait Colombo, là. Et puis là, on l'a, le motif. Le motif, c'est qu'ils essayent de nous amener vers de faire avancer leur agenda international, le plan de grand reset. Et je fais écouter Tedros Adhanom qui disait exactement ça. The pandemic has taken so much from us, but it has also given us something, the opportunity to think afresh about the world we want. We can build the healthier, safer and fairer world we all... Alors, il dit que c'est la COVID, c'est une occasion incroyable, inespérée de construire le monde. C'est exactement les mots de Trudeau, hein. Ainsi que le slogan de campagne de Joe Biden, Build Back Better. Donc, un monde plus égalitaire, tu sais, ben oui, plus égalitaire quand il n'y a plus de propriété privée, là, et il n'y a plus de frontières, etc. Tous les peuples sont mélangés, c'est le nouvel ordre mondial. Ça, c'est leur façon de dire que c'est égalitaire, mais c'est pas du tout égalitaire. Want and build back better. Build back better. Alors, ils nous disent qu'ils veulent un monde égalitaire, mais vous comprenez que c'est pas égalitaire parce que qu'est-ce qui a créé des inégalités? En Occident, là, qu'est-ce qui a créé des inégalités croissantes entre les riches et les pauvres? Ben, c'est l'ouverture des frontières, l'immigration de masse qui a fait chuter la valeur du travail. Tu sais, Marx appelait ça l'armée de réserve du capital, hein, les travailleurs étrangers, on ouvre les frontières, ça fait baisser la valeur du travail. Hein, ça enlève aux travailleurs un rapport de force avec l'employeur, parce que l'employeur peut aller chercher de la main-d'œuvre bon marché ailleurs dans le tiers-monde, et donc ça augmente les inégalités. Même chose aussi avec l'ouverture des frontières, où est-ce que les compagnies d'ici ont délocalisé, sont allées s'installer en Chine, au Mexique, au Bangladesh, etc. Donc, désindustrialisation, on a perdu notre rapport de force, et ça a créé dans les pays occidentaux un accroissement des inégalités.
Alors, c'est faux de dire, quand ils viennent nous dire, on veut construire un monde plus égal, là, c'est faux. Ce qu'ils proposent, c'est plus de ce qui nous a appauvris depuis 20 ans. Tu sais, Donald Trump a été élu parce que, justement, les États-Unis avaient délocalisé les entreprises. J'en ai parlé souvent, la manufacturing belt, la ceinture manufacturière autour des Grands Lacs était devenue la ceinture de rouille, de Rust Belt. Les travailleurs avaient perdu leur emploi, les usines avaient fermé, étaient partis en Chine, etc. Trump est arrivé puis a dit, je vais réindustrialiser, on va ramener les emplois. Bien, ce qu'ils disent, là, Adenauer, Trudeau, toute la gang de corrompus, là, c'est qu'on va faire plus de ce qui vous a appauvri. On va doubler, là. On va faire double portion de cette soupe qui vous a appauvri, qui a enrichi les riches puis qui a appauvri les pauvres. OK? Alors, c'est faux. Et quand c'est juste un enrobage chocolaté, tu sais, ce truc-là de un monde plus équitable, etc. Il y a juste les antifas qui croient à ça, tu sais, les oufs, là, qui sont d'ailleurs pour le confinement et les mesures d'urgence sanitaire. Je vous montre ça, c'est sur RT, Russia Today, là, un vidéo, je pense que c'est en Allemagne, des antifas qui demandent plus de mesures sanitaires. La gauche radicale qui est pour le nouvel ordre mondial. T'sais? Le monde sans frontières où tout le monde est pauvre, là, et on est dirigé par une élite éclairée issue du cartel bancaire, là, ça c'est leur but. Et aussi, j'en ai parlé ici au Devoir, la petite Brigitte Noël, elle m'a dit la même chose dans mon entrevue à Enquête, elle l'a pas passé à la télévision, là, mais elle a dit, pensez-vous que croyez-vous que le gouvernement est capable de planifier des choses comme ça? J'ai dit oui, c'est exactement ça. Ils ont des agendas politiques à passer, etc. Donc, je l'ai répété. Je vais le montrer, le clip, éventuellement. Je vous montre un autre clip d'un jeune garçon américain qui a tout compris. Donc, il parle de la destruction économique. J'ai parlé de destruction économique, destruction de la démocratie, parce qu'on supprime tous les débats, on empêche l'information de circuler, il y a de la censure. Hein, il y a comme un contrôle social, un contrôle de l'information. Donc, la démocratie est sclérosée. Destruction de la vie socio-culturelle, des traditions culturelles, familiales, etc. Puis ce garçon-là vous explique comment le 1% s'est enrichi comme jamais sous le confinement avec le COVID. Donc, on est en train de détruire toutes les PME. Et les seuls qui font du profit, c'est les géants. Les grosses compagnies qui sont considérées comme services essentiels. Hein, les géants de la technologie, etc., c'est eux, les actions montent et il y a une espèce de concentration de la richesse en haut et on est en train de détruire toute la classe moyenne et ils le savent, ils sont complices de ce crime-là. Je vous fais écouter ce garçon qui a tout compris. C'est en anglais, c'est sous-titré en français, mais il parle vite, alors il faut lire rapidement. Si vous voulez comprendre tout ce qu'il dit, regardez la vidéo par la suite, faites pause sur image et vous pouvez lire tranquillement qu'est-ce qu'il a à nous expliquer. What is the Great Reset? Let's walk through monetary policy. What's happening right now? What have we done over the last 8 months? Oh, we've increased our national debt by 50%. What happens if Joe Biden becomes the president? Oh, we're going to increase it more. We're going to increase it more anyways. Is this sustainable? I think global debt increased by 40% during the pandemic. Well, where did that money go? Oh, well, if you haven't looked, we're at all-time highs right now in the stock market. But what's been moving more than anything? Oh, big tech. Oh wait, you mean to tell me that Apple and Google and Amazon and Facebook are up 50% from their previous all-time highs? That they're releasing record numbers during the coronavirus pandemic, and that's what everyone's buying from? And that's where all the money's going? While 40% of small businesses are going to close permanently, as we do new lockdowns in New York and California and Kentucky and any state with a Democratic governor, as more businesses close and the money continues to pour into Amazon and the companies we just mentioned. So what's happening here? What's happening? It's almost like it worked out pretty damn well for big tech, for other multinational corporations that have literally billions of dollars in their cash reserves. The business is only picked up. But it's unsafe to eat in a small business, but not for Amazon to deliver to you. So I'll tell you what the Great Reset is. The Great Reset is the absolute elimination of the middle class, of traditional enterprise, entrepreneurial business activity. Donc, il dit le Grand Reset, c'est la destruction complète.
c'est l'endettement des États, etc., là, servicement au cartel bancaire, c'est la destruction complète de la classe moyenne, de l'esprit entrepreneurial, des PME, etc., tout ça au profit des grandes entreprises. C'est le coût final du grand capital. You know, they're making it damn near impossible. Regurgitating conspiracy YouTube vids, it sounds like. If that's what you take away from this stream, you are so beyond saving at this point. Like, bro, you are so tapped out. Like, it's not even funny how tapped out you are. Like, you got KO'd before you even stepped in the ring. Sorry you were tapped out. I'm tapped in. You're tapped out and I'm tapped in. If that's your takeaway, like, this sounds like a conspiracy theory. Bro, the entire world is a conspiracy. The entire world we live in has been a product of 60 years of orienting the world to f*** you, okay? Like, I can't with these people. Voilà. Alors, destruction des PME, on le voit là partout, c'est des faillites en cascade. Les gouvernements s'en fichent complètement. Trudeau qui a dit qu'on ne devait pas se soucier des conséquences économiques. Pourquoi? Comment ça se fait qu'un premier ministre dit une telle chose qu'on ne doit pas se soucier des conséquences économiques? Et qu'on doit éradiquer le virus jusqu'à sa dernière trace. C'est impossible. Il n'y a aucun virus jamais qui a été éradiqué jusqu'à sa dernière trace. Ça n'existe, en tout cas pas dans le cas de coronavirus nulle part. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, on essaye, et pas juste ça, hein, c'est-à-dire que alors que le gouvernement est en train d'étouffer les entreprises qui sont de plus en plus dépendantes de l'État, ce qui se passe, c'est que le gouvernement maintenant demande en échange de prêts aux entreprises auxquelles les entreprises qu'il a empêchées d'opérer, il leur demande maintenant une participation. Regardez ça. Ottawa seeks equity or cash from companies applying for new COVID loan. Large companies applying for new COVID loan program must give Ottawa options of owning shares. C'est-à-dire que les grosses compagnies, maintenant, c'est des compagnies qui font plus que 300 millions de chiffre d'affaires, je pense. S'ils prennent de l'argent du gouvernement maintenant, alors que le gouvernement a lui-même volontairement détruit l'économie du pays avec ses mesures excessives pour un virus qui n'est pas très dangereux. Après avoir détruit l'économie, les compagnies qui demandent de l'aide du gouvernement doivent donner des parts en action, du equity, là, de la participation au gouvernement. Le gouvernement est en train de prendre le contrôle des compagnies. C'est absolument génial. The Great Reset. Hein? Et Trudeau nous disait justement récemment que c'était une théorie de la conspiration, le Grand Reset. Et après l'avoir dit, là, après qu'on ait comme des milliers de clips de personnes qui expliquent exactement c'est quoi, il essaie de vous faire le truc que ça n'existe pas. OK? Donc, il y avait ça aussi, Biden qui essaie de détruire le lien social. Est-ce que j'avais autre chose? J'avais aussi ça ici, tu sais, c'est qu'on se rend compte, il y a un reportage de Rebel News très intéressant, Kian Bixt, qui a investigué justement, qui a enquêté en fait sur la compagnie Dominion Voting, les machines de vote, et s'est rendu compte qu'au Canada, elle était domiciliée, le siège social était dans un édifice, dans le même édifice que la Tides Foundation de George Soros, et dans le même édifice où on trouve plusieurs libéraux dans l'entourage de Trudeau. Je pense que c'est, comment elle s'appelle, là? Chrystia Freeland. Il y en a plusieurs, là. Donc, tu sais, c'est incroyable de voir ça, c'est-à-dire un édifice où est-ce que tu as les machines de vote le siège social des machines de vote Dominion, la Tides Foundation de George Soros, et plein de personnes autour dans l'entourage de Justin Trudeau. Dans le reportage aussi, il montre que le fondateur des machines Dominion a été un des principaux contributeurs au Parti libéral de Justin Trudeau, John Poulos. En 2016, a donné quelque chose comme 3 000 $ à la campagne de Justin. Expliquez-moi comment quelqu'un qui fait dans les machines de vote peut donner de l'argent, avoir un parti pris comme ça, donner de l'argent à un parti politique. Est-ce que c'est sain? C'est comme si le directeur des élections du Canada, là, le DGEQ, donnait à la CAQ, ou donnait à... Vous comprenez que c'est au minimum une gigantesque apparence de conflit d'intérêts. Okay? Je vous ai parlé aussi lors du dernier Web Journal de la manipulation des votes, des études du docteur Epstein sur la façon dont les géants de l'information sont capables d'orienter le vote. Je parlais de Google, etc.
il avait donné cette entrevue-là en 2019, eh bien, il est passé avant-hier chez Tucker Carlson pour parler de cette élection américaine. Et il a dit, selon son travail, parce qu'il y a, lui, la façon dont il opère, c'est qu'il y avait quelque chose comme 700 personnes réparties dans des États clés et qui regardaient de quelle façon, par exemple, Facebook ou Google interagissaient avec eux. Et il s'est rendu compte, entre autres, que, comme je l'avais dit, c'est-à-dire que Google ou Facebook va envoyer un rappel de vote seulement pour les personnes, seulement pour les démocrates. C'est-à-dire qu'ils vont faire sortir le vote démocrate, mais n'enverront pas ça aux républicains. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils savent, étant donné les gens disent « j'ai rien à cacher », ils peuvent collecter autant d'informations sur moi, mais ça leur donne le contrôle, notamment lors des élections, ça. Et ils savent exactement où est-ce que vous vous situez. Sur Facebook, ils savent où est-ce que vous vous situez. Fait que vous êtes tagué, péquiste, je sais pas, libéral. Votre affiliation politique est notée. De sorte que après ça, on peut, les propriétaires de ces compagnies-là peuvent vendre de l'influence aux représentants politiques. C'est-à-dire envoyer un rappel de vote seulement aux électeurs de Macron, par exemple, pour faire sortir le vote Macron, mais pas le faire pour les autres, etc., etc. Donc, je vous montre le clip de Tucker Carlson, où est-ce qu'il parle justement de ça. C'est un court clip. Dr. Epstein has tracked the effect he says Google has had on this month's presidential election, and he joins us now to explain what he's found. Doctor, thanks so much for coming on. What effect do you think have you measured of big tech on the voting outcome this month? Donc, quel est l'impact que vous avez mesuré des géants de la technologie sur l'élection qui vient de se produire? Manipulations here. We were also monitoring YouTube this time, and Facebook, and Bing, and Yahoo. The bottom line at the moment is that these manipulations, the ones that we've so far quantified, could easily have shifted at least 6 million votes in just one direction. That's the bare minimum at this point that I'm confident of. The maximum, we haven't even begun to estimate that yet because we have so much data to look at. Au minimum, 6 millions de votes ont été transférés par Google vers Biden. Et ça, c'est le minimum. Il dit qu'au maximum, c'est pas... Imaginez l'influence de ces gens-là. Et là, il y a encore une fois, comme pour l'affaire Mike Flynn, comme pour les preuves déposées par Sidney Powell, il n'y a aucun média qui parle de ça, de l'influence des géants de la technologie. Aucun média ne parle de la manipulation électorale par les géants de l'information. C'est une question, évidemment, que les médias devraient poser s'ils étaient les chiens de garde de la démocratie, mais ils sont, en fait, là, exactement dans le même camp que les géants de l'information, là, Google, etc. Ils sont tous dans le même camp, le camp des mondialistes. Les médias ne sont pas là pour défendre la démocratie, ils sont là pour taire les histoires et orienter le troupeau. Okay? Ils font partie, ils sont complices du coup d'État mondialiste. Okay? Alors, s'ils sont capables de faire ça aux États-Unis, Google, etc., sont capables de faire ça en France, sont capables de faire ça ailleurs dans le monde, au Canada, etc., etc. Okay? Il y a d'ailleurs des articles, il y avait un article du National Post qui montrait comment Maxime Bernier avait des sondages qu'il situait comme à 20-25% dans certaines circonscriptions. Et le résultat final, c'est comme finalement 5%, 2%, etc. Puis c'est comme, on n'est pas capable d'expliquer la différence entre le sondage et finalement le vote réel. Ben, puis là, ils disent il n'aurait pas dû participer au débat alors qu'il a très bien fait au débat. C'est ça, c'est la manipulation électorale. Puis ça fonctionne évidemment avec des sondages qui montrent Biden va gagner, Biden va gagner. Le sondage établit une attente, une norme, et après ça, on manipule l'élection pour la faire correspondre aux attentes, à la norme, de sorte que ça passe comme une lettre à la poste. Il n'y a personne qui se questionne. Ben oui, tu peux frauder jusqu'au nombre, jusqu'au pourcentage qui a été défini par le sondage. OK? Alors, voilà, on est rendu là. C'est pour ça que je parle depuis cet été de fin de la démocratie. C'est parce qu'il y a un coup d'État mondialiste auquel participent l'État profond, les services de renseignement, les médias, évidemment les médias mondialistes, sauf
à quelques exceptions près, là, et les géants de la technologie. Voilà. Alors, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. J'avais d'autres trucs, là, notamment sur le COVID. La létalité de la COVID s'est réduite considérablement, dit l'Institut national de la santé publique. Il y a des médecins qui disent qu'ils ne sont pas capables d'expliquer comment ça se fait qu'il y a autant de morts que ça. En fait, je vais vous montrer la vidéo de ce... Est-ce que je l'ai ici, la vidéo de ce médecin-là? Je n'ai pas la vidéo de ça. Comme ça ici. Et maintenant, on observe que la plupart des gens qui meurent du Covid maintenant sont des gens qui ont plus de 80 ans et beaucoup de comorbidités. Il est vraiment exceptionnel d'avoir des gens de moins de 60 ans qui meurent du Covid. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est infime. Ça, c'est le docteur Laurent Montesino, réanimateur. Les patients porteurs d'une PCR Covid positive ne meurent pas du Covid. Il y a certains qui meurent d'autres pathologies et qui sont testés Covid positifs et qui sont donc considérés comme étant morts du Covid, mais qui ne meurent pas du Covid. Il y a des gens... Voilà, c'est genre le 250e médecin, la 250e preuve vidéo qu'on vous montre de ça, que les statistiques sont gonflées, qu'on met des gens qui meurent du cancer dans les COVID, ça ne veut plus rien dire, les statistiques du COVID. Qui sont en bout de course, qui ont une espérance de vie de quelques mois, qui font des pneumonies bactériennes, qui font des insuffisances rénales, des infections urinaires, et qui sont Covid positifs, et qui meurent. Et quand ils sont morts, on les comptabilise comme patients morts du Covid. Mais ces patients-là ne sont pas morts du Covid. Mais le problème, c'est que quand on remplit un certificat médical, on est obligé de... Voilà, on va mettre au début les causes immédiates de la mort, on va mettre pneumonie par exemple. Pneumonie. En tout cas, il explique tout ça en détail, c'est sur mon fil Twitter. Même chose ici dans l'article de l'Institut national de la santé publique, l'article de Radio-Canada qui dit, ici, depuis le début de la pandémie, la quasi-totalité des décès, soit 98% attribuables à la COVID, sont survenus chez les personnes âgées de 60 ans et plus. Selon le rapport de l'Institut national de la santé publique du Québec, 98% des décès sont attribuables à des personnes au-delà de 60 ans et on est en train de détruire toute la société, Noël, etc., sur la base de ça. Comprenez que ça n'a aucun sens et qu'on sait maintenant c'est quoi le motif derrière tout ça, ce contrôle social, ce mensonge institutionnel, c'est l'objectif de nous amener, d'accélérer l'agenda 2030, le grand reset, etc., détruire. C'est le plan communiste qu'il y avait il y a déjà un siècle. Détruire la famille, détruire l'État, détruire... c'est tout ça. Tu sais, si vous regardez les trucs du manifeste communiste et ce que les bolcheviks voulaient faire, je pense qu'il y a des écrits de Engels aussi là-dessus, c'est-à-dire que la famille, c'est le problème central pour le communisme. Hein, c'est la famille amène la propriété privée, amène la préférence des siens versus les autres. Tu préfères sauver ton enfant que quelqu'un d'autre. Là. On aime plus nos enfants. C'est pour ça qu'ils viennent dans les familles. Vous dites, vos enfants n'appartiennent pas. J'avais montré les clips, là, Melissa Harris, quelque chose, et puis Laurence Rossignol aussi. Vos enfants ne vous appartiennent pas parce que c'est la famille nucléaire fermée, là, l'unité familiale, est antithétique. Je veux dire, comment je pourrais dire, s'inscrit contre le projet communiste, va à l'encontre du projet communiste. Okay? Donc, ils viennent détruire la famille, détruire les traditions, etc., etc. Faire ce qu'ils n'ont pas été, ce que les bolcheviks, ce que la révolution bolchevique n'a pas été capable de faire il y a un siècle, sont en train de l'accomplir avec le COVID, là, avec un mélange de capitalisme et de communisme. Là. Ça a toujours été ça. C'est Wall Street qui a financé le communisme. On le sait très bien. Même Lénine l'a avoué. Je pense qu'il avait reçu de l'argent là, du grand capital allemand. Trotsky a été financé par le banquier Schiff, etc. C'est toujours les grands banquiers qui ont financé le communisme. Il y a une alliance entre le communisme qui est là pour détruire toutes les structures existantes et après ça, laisser place, je veux dire, aux géants, aux très riches pour régner sur le monde. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir. Ils sont en train de réussir ça avec le virus. Il y a seulement un seul espoir, c'est les États-Unis. Et c'est-à-dire
d'en finir avec la bête aux États-Unis et après ça que ça déferle sur le reste du monde. Voilà, on va terminer avec ce convoi dont le Journal de Montréal nous dit qu'il va partir samedi prochain. COVID-19, un convoi automobile contre les restrictions sanitaires samedi, contre les restrictions sanitaires excessives. Donc, sous mon fil Twitter, je vais donner le lien pour les lieux de départ du convoi. Si vous êtes tanné, si vous êtes écœuré, si vous en avez marre, si vous en avez assez de tous ces mensonges et ces mesures sanitaires excessives qui sont en train de détruire complètement la société, si vous voulez dire non au Grand Reset, c'est samedi prochain. Il y a ce convoi, on va sortir en masse et on va se rendre jusqu'à la ville de Québec pour aller signifier notre désaccord aux autorités. Et cette fois-ci, ça va faire mal. Ça va, je veux dire, pas que ça va faire mal, mais il va y avoir un impact majeur. Alors, nouveau convoi de milliers de véhicules ce samedi pour défendre l'importance des droits et libertés pour diffusion immédiate. Ça, c'est le communiqué de presse. Québec, le 25 novembre 2020, l'Alliance Résistance du Québec tiendra une importante manifestation pacifique ce samedi 28 novembre sur les axes routiers partout dans la province, avec comme point culminant l'Assemblée nationale du Québec. Voilà, alors point de départ, là, vous avez ici tous les points de départ. Je ne veux pas les énumérer parce que ça prendrait trop de temps. Si vous voulez connaître s'il y a un point de départ près de chez vous, regardez la vidéo par la suite, faites arrêt sur image. Et voilà, donc Brossard, Drummondville, Granby, Rimouski, Sherbrooke, Saint-Georges-de-Beauce, Saint-Hyacinthe, Victoriaville, Sainte-Thérèse, Laval-Berthier, Québec, Trois-Rivières, Saguenay et Rouyn-Noranda. Donc, ça va partir de partout au Québec et l'ensemble de la province va converger vers l'Assemblée nationale pour dire c'est assez. Cette fausse pandémie-là, ce virus dont même l'Institut national de la santé publique vous dit qu'il est beaucoup moins dangereux et qu'il n'affecte à 98% que les personnes très, très, très âgées. C'est elles qu'on devrait protéger et non pas le reste. C'est un gros rhume, là. Ça a été confirmé, les masques sont inutiles, etc. J'avais même une vidéo de David Pujada qui montrait que le confinement avait été inutile et le couvre-feu avait été inutile pour faire baisser la courbe et des études qui montrent que les masques sont inutiles, etc., etc. Alors, si vous en avez assez de cette mascarade, le convoi, c'est le moment de faire valoir votre point, de vous faire entendre là, aux politiciens. Alors, voilà. Question, commentaire. On va en premier remercier ceux qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. Merci à toute la gang qui nous appuie. Et, il y a des personnes qui font des dons récurrents. Merci beaucoup à chaque Web Journal. C'est essentiel. On est là pour sortir ce que les médias taisent. En fait, c'est essentiellement ça. Je l'ai montré dans ce Web Journal. Les médias taisent un certain nombre de sujets, sont en train de participer avec les géants de la technologie au coup d'État mondial contre les peuples. Il y a quelques antennes dans les médias alternatifs qui permettent la réinformation, qui permettent de sortir de l'information. Toute l'information qu'on a sortie aujourd'hui, c'est de l'information vérifiable. On a juste fait un travail de journaliste ordinaire. Comprenez? On a juste sorti les nouvelles que les médias ne sortent jamais. Et ça, c'est important. Alors, on vous remercie beaucoup, tous ceux qui font des dons à Radio-Québec. Ça nous permet de continuer à opérer. Je pense qu'on est rendu à un point où est-ce que c'est comme le disait Dana Lumen, là, j'aime pas dire ça, mais on est rendu presque un service essentiel. Alors, merci à tous ceux qui nous permettent de continuer à opérer. Si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, par la poste ici, Alex Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5, sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette. Sur Interact, Alexis à radioquebec.ca avec le mot de passe, la réponse à la question de sécurité, Alexis comme réponse. Des fois, ça me prend du temps. Hein. Il y a des gens qui envoient des dons par Interact et qui après 2-3 jours, si je n'ai pas répondu, qui annulent le virement. Ça me prend du temps des fois. Faire ça. Là. Je fais pas ça en 48 heures. Je trouve du temps dans ma semaine. Alors, donnez-moi un peu de temps. Merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui font des contributions. Vous pouvez nous trouver sur Odyssey. Vous pouvez nous trouver sur Parler, ou Parler. Je ne sais pas comment les Anglais disent ça. Là. Parler. On est là. On va déménager complètement de Twitter à Parler dès qu'ils vont nous censurer. Donc, pour l'instant, on est très actifs sur Twitter. Dès qu'ils nous ferment, on s'en va sur Parler. Odyssey, Parler. Et il va y avoir aussi un site radioquebec.tv. On est en train de le monter. Je suis en train de le monter là, avec le développeur web.
Ça, c'est évidemment possible grâce à vos dons, à vos contributions. Ça nous permet de continuer à opérer. Merci beaucoup. Alors, questions, commentaires? Il y a toujours des choses que je dois dire en fin de webjournal, j'oublie toujours de le dire. Je voulais remercier Jean-Jacques Crèvecoeur. J'ai oublié de t'appeler, Jean-Jacques, pour te remercier. Merci beaucoup. Les gens disent parler marche pas. Des fois, les gens disent des fois VK marche pas. On est sur VK aussi, on est sur Twitch. Alors, trouvez le médium qui est le plus, qui vous convient le plus. Pour l'instant, on est beaucoup sur Twitter et toutes mes vidéos sont présentes sur Odyssey. Sur Twitter, vous pouvez trouver les vidéos, par exemple. Là, je suis en onde sur Twitter. Donc, laissez-moi faire une capture d'écran. Je vais vous montrer quelque chose. On ne le voit pas. Bon, en tout cas, si vous cliquez 2 fois sur la fenêtre, normalement, si vous... il y a l'image de moi qui parle sur Twitter, sur la vidéo. Si vous cliquez 2 fois sur l'image de la vidéo, vous tombez sur Periscope. Et là, sur Periscope, c'est l'application de diffusion vidéo de Twitter. Et là, vous avez tous les webjournaux sur Periscope. OK? Donc, si vous voulez regarder les webjournaux de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines, d'il y a 1 mois, sur Twitter, vous cliquez 2 fois sur l'image d'une vidéo. Et là, vous allez tomber sur Periscope et vous allez avoir la liste des diffusions de Radio-Québec, etc. OK? Good. Alors, on voit les gens sur Twitch, on voit les gens sur VK, on voit les gens sur Periscope. Questions, commentaires avant qu'on se quitte? Oui, Laurie, j'avais justement, c'est ça ici, radioquebec.tv. Comme je dis, on est en train de le développer avec un développeur web. On va avoir un site, là. Pourquoi le Journal de Montréal fait de la pub aux manifs? C'est parce qu'ils comprennent pas, ils pensent que c'est dans leur logique à eux, parce que, par exemple, ils ont critiqué quand je suis allé à l'église. Salut Stéphane. Ils ont critiqué qu'on est allé à l'église avec la communauté haïtienne, le pasteur Norbert, etc. Pour eux autres, c'est de la critique. Pour eux autres, ils nous font perdre la crédibilité, alors que c'est le contraire, ça nous fait de la publicité. C'est-à-dire que, oui, peut-être la majorité de leurs lecteurs ou de leurs auditeurs, quand ils font une attaque sur moi, sur Radio-Québec, la majorité des auditeurs de Radio-Canada vont s'insurger, vont avoir une mauvaise opinion de Radio-Québec, etc. Mais il y a toujours comme un 5%, un 10% qui va venir voir. Et c'est comme ça qu'on croit, toujours. Et c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont... c'est une stratégie à double tranchant pour eux autres de parler de nous, parler de la résistance, parler de... Et ils peuvent nous étiqueter, nous mettre des étiquettes de conspirationnistes, alors que c'est pas ça du tout. Hein. On pose des questions que les journalistes posaient il y a une vingtaine d'années. Donc, ça fonctionne pour la majorité de leur public, mais il y a toujours un pourcentage qui va venir. Et c'est comme ça qu'on grossit tout le temps. C'est comme ça qu'on grossit tout le temps, et qu'ils ne sont pas capables de nous arrêter. Autre chose. Oui, c'est ça. Ici, il y a un jeune qui dit qu'il a perdu, il y a 18 ans, il a perdu l'envie de persévérer, etc. Les jeunes qui ont envie de décrocher, tout ça. Tenez-vous, je veux dire, accrochez-vous. Mon fils, c'est la même chose. Là. Il m'a dit, pas, j'ai plus d'envie dans la vie, je peux même plus voir mes amis. Tu sais, lui, sa vie a été détruite essentiellement par cette niaiserie COVID, les niaiseries du gouvernement Legault et tout ça. Mais il faut juste, tu sais, faut passer à travers. Là. Trump va être réélu et il va mettre fin à tout ça. C'est un dur moment à passer. De toute façon, accrochez-vous. C'est ça que le message que j'ai à vous dire aux jeunes, là, 17, 18 ans, 16, 17, 18 ans, 19 ans, etc. C'est le pire moment pour vous parce que vous voulez voir vos amis, etc. Puis c'est plus possible. Vous n'avez plus de fun dans la vie. Il semble que vous n'avez plus de futur, mais c'est pas ça. En fait, notre génération s'est battue pour vous donner un avenir. Avec les mondialistes au pouvoir, il n'y avait pas d'avenir. Ils contrôlaient l'information, etc. Ils ont toujours eu un plan
de contrôle de contrôle social avec le virus. Ils ont toujours eu un plan d'agenda 2030. Ça a toujours été dans les plans de détruire la base économique, en finir avec la démocratie, remplacer la démocratie par la technocratie. Ils ont toujours eu ça. Ils sont en train de l'appliquer présentement parce qu'ils sont sur le point de perdre. Ils ont accéléré le tempo parce qu'ils sont en train de perdre. Et on est en train de les battre pour que vous ayez un futur, pour que les jeunes aient un avenir. OK? Alors, accrochez-vous. On est en train de faire ça pour vous, là. Le monde de demain, là, pour vous, va être beaucoup plus intéressant qu'il n'a été pour nous. Il va y avoir beaucoup plus d'opportunités. Ça va être potentiellement une vraie démocratie. Des technologies qui étaient gardées secrètes vont être rendues publiques, etc., etc. Il y a des bons jours, il y a un avenir intéressant pour vous. Juste, tenez bon. Dernière question. Rien d'autre? Voilà. OK. Alors voilà, ça complète cette édition du Web Journal de Radio-Québec. On va se donner rendez-vous peut-être cette fin de semaine. Je ne sais pas si je vais aller à Québec. Dan Pilon m'a proposé, dit, est-ce que tu viens à l'Assemblée nationale? Je n'ai pas encore pris de décision. Ça va probablement se décider demain soir. Je vais regarder comment je file, comme on dit au Québec. Mais en tout cas, je vais être avec vous. Si je ne suis pas là en personne, je vais être avec vous de cœur. Et on se donne rendez-vous probablement dimanche pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Allez, salut tout le monde. Restez pacifiques.